Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler des classiques pavés. On est à peu près à la moitié de cette campagne de Flandrienne. On a notamment eu l'Omloop et Nieuwsblad fin février et la semaine dernière le Grand Prix E3 et Gand-Wevelgem, notamment parmi les différentes courses belges. On aura cette semaine, ce mercredi, à travers la Flandre et surtout dimanche, le premier monument pavé de la saison, le Tour des Flandres. Pour parler de tout ça, faire un peu ce bilan et les favoris pour le Tour des Flandres, j'accueille avec grand plaisir deux de nos spécialistes pavés du groupe Eto, en tout cas les spécialistes belgiques. Johan pour commencer, salut Johan. Salut Mathieu. Et on est aussi avec Geoffrey, tout content de retrouver les pavés. Salut Geoffrey. Ah ben salut, bonsoir à tous, même moi c'est les pavés, je les lâche jamais. Même quand il n'y a pas de course, je vais dessus. Bon, faut dire qu'ils sont juste à côté de chez toi, ça aide un petit peu. Ça aide. Et bien voilà, vous savez tout, attention au départ à Chasse Patate, c'est parti. Alors on va donc faire le bilan des courses tout d'abord qui ont déjà eu lieu, avec un coureur, une équipe, on va dire un peu épouvantail, on va pas se le cacher, je parle de Wout van Aert et la Jumbo-Visma. Wout van Aert qui a levé les bras sur le Grand Prix E3 et auparavant sur l'Omloop et Nieuwsblad, l'équipe Jumbo-Visma qui est aussi très présente autour du champion de Belgique. Si on joue un peu au jeu des comparaisons, est-ce qu'on peut dire que cette année, la Jumbo-Visma, c'est l'équivalent de ce qu'on avait avec la Quick-Step l'année dernière en termes de domination d'équipe? Non, ils sont encore plus forts. Ils sont encore plus forts parce que non seulement ils ont une équipe énorme pour tout ce qui est ce genre de course, mais même pour les autres, quoi. Ce qu'ils ont su faire dans Paris-Nice, peut-être que, comment dire, avec Roglic, on le verra, on devrait voir cette équipe forte dans la haute montagne, ce que Quick-Step a jamais su faire, quelles que soient les incarnations et les sponsors qu'il y a eu avec eux. Et puis surtout Roglic, sur le pavé sec. En même temps, il a le physique aussi un petit peu pour ça. Il a su montrer qu'il était en forme à Denain. Donc c'est une équipe qu'on n'a pas fini de voir toute l'année, pas que sur les classiques. Johan, qu'est-ce que tu en penses toi de cette comparaison Je trouve que la comparaison est bonne et pas très bonne dans le sens où c'est aussi parce qu'il y a Wout van Aert. Il y a effectivement avec Benoît, avec Laporte, on retrouve une dynamique de collectif dominant qu'il y avait chez Quick-Step, mais c'est un peu comme si Quick-Step avait eu Cancellara des grandes années en même temps, quoi. Donc c'est vraiment une domination d'un coureur qui entraîne juste un collectif qui vient de dominer tout le monde, quoi. C'est-à-dire que tu parles de Cancellara, mais Quick-Step a eu par le passé un Tom Boonen, ça peut comparer à cette époque-là, ou c'est compliqué? À part quelques courses, genre Paris-Roubaix 2012, Tom Boonen, je trouve pas il écrasait pas forcément autant que ça les courses. Enfin, ça donnait pas la même impression de c'est moi qui fais la course, serrez-vous dans ma roue et puis vous pétez les uns après les autres, quoi. Puis il y avait l'époque Tom Boonen Quick-Step, c'était quand même le collectif. À part les coureurs qui allaient gagner leur Tour des Flandres en disant allez, je m'en fous. C'était tout pour Tom Boonen quand même, mais bon. Après, tu parles de domination de Boonen, il y a quand même le Rond 2 en 2006, quand il fait péter toute la course dans le Koppenberg. C'était quand même pas juste le collectif, là, c'était lui qui était complètement 3 jambes au-dessus du reste. Donc, ça n'a pas été que le collectif, ça a aussi été un coureur qui était largement au-dessus, comme peut l'être Van Aert. Là. Mais oui, la différence avec Van Aert, comme tu le cites un peu aussi, c'est pas juste sur les pavés, quoi. Wout van Aert, déjà si on prend que Wout van Aert sans élargir à son équipe, il a jamais été à ce niveau-là sur les pavés? Peut-être pas de manière aussi constante. Et après, il faudra voir quand Mathieu Van Der Poel reviendra face à lui, ce que ça donnera comme type d'impression. Mais on l'a déjà vu exploser tout le monde dans les monts pavés et partir tout seul, donc c'est pas complètement nouveau. Après, c'est plus que là, vraiment, il a l'air très frais, très là où il faut, quand il faut. Donc plus constant peut-être, mais on l'a déjà vu à ce niveau plus ou moins. Par rapport à l'année dernière, on avait vu un Wout van Aert
parmi les meilleurs sans être vraiment le meilleur. Il avait remporté Gand-Wevelgem, mais une course assez particulière qui s'était décantée de très loin. Là, au final, la seule des 3 courses dont on a parlé, l'Omloop, le 3 et Gand-Wevelgem, qui n'a pas gagné, c'est Gand-Wevelgem. En termes de résultats, il a peut-être trouvé aussi le petit truc en plus pour aller chercher ses grands succès en attendant peut-être le Tour des Flandres. Bon, tu sais, trouver les clics avec les grands succès. Il y a 2 ans, il gagne l'Estrade Bianche et Milan-San Remo, donc... Oui, non, mais par rapport... La- Enfin, je restais concentré sur les pavés, mais même si oui, t'as raison, en soi. L'année dernière, il gagnait Wevelgem. Oui, Et puis l'Amstel, qui est un enchaînement de petites routes. Donc, pour moi, la différence qu'il peut y avoir aussi pour Van Aert, c'est que il est très fort, mais ça, on le savait depuis toujours. C'est qu'il commence à accumuler, mine de rien, de l'expérience. Et sur des courses de 250 bornes, ça joue énormément. Et je pense que cet apport-là va l'être, parce que si on se souvient que le Paris-Roubaix, ses premiers Paris-Roubaix, où il a eu beaucoup de soucis, où il frottait dans tous les sens, pas nécessairement le premier où il était encore chez Crelan, mais son premier chez Jumbo, où il a des soucis, il perd des forces à revenir dans les voitures, même de façon assez folle, entre le pont Gibus et R en 2019, si ma mémoire est bonne. Il a l'expérience de choses qui peuvent mal se passer dans les classiques, et dans les classiques flandriennes encore plus, c'est un atout pour savoir déjouer ce genre de piège et savoir quand et comment utiliser sa force. En dosant ses efforts, justement, et en étant plus efficace dans les 150 bornes qui précèdent le moment où il va placer cette offensive, ça peut jouer, justement. Et je pense que c'est la différence, ça peut venir de ça. Mais oui, de toute façon, on voit que même ce dimanche-là à Gand-Wevelgem, en gros, il a posé une seule attaque, quoi. C'est en dernier Monkey Mail, c'est pas passé. Il a réussi à prendre assez d'avance, mais en soi, beaucoup plus calme, beaucoup plus. Je fais ma course là où il faut, quand il faut. En plus, comme du coup, il a une équipe autour de lui, il n'a pas trop à se soucier de. Au pire, c'est bon, j'ai la porte devant. Enfin, il peut aller jouer la victoire, donc c'est sûr qu'il est beaucoup plus mesuré dans ce qu'il fait. et justement, à quel point le fait d'avoir une équipe plus forte que par le passé autour de lui, l'an dernier, il y avait principalement Nathan Voloydonk, là, il y a Christophe Laporte et Tige Benoît qui sont arrivés cette année. En quoi le fait d'avoir ces coureurs très costauds autour de lui, ça l'aide? Ça l'aide dans la stratégie collective, parce que si tu as un Christophe Laporte avec la forme qu'il a en ce moment, ou un Tige Benoît qui attaque, ça fait pas pareil que si tu fais sortir Mike Tennyson à la sortie de la Trouée d'Arambert dans Paris-Roubaix, quoi. Et j'ai rien contre Mike Tennyson, mais c'est pas le même coureur, c'est pas le même standing de coureur. Et les adversaires peuvent se dire, ouais, merde, celui-là, on peut pas le laisser filer. Et donc, les équipes adverses vont devoir s'empoigner beaucoup plus, ce qui peut permettre justement à l'équipe Jumbo de garder ses quelques forces pour la suite. Donc on va dire, entre guillemets, il y a une double carte, à la fois Van Aert qui est très fort, peut-être le plus fort, ça, à vous de me le dire, mais et aussi derrière cette possibilité de jouer tactique, des coups d'équipe avec Laporte, avec Benoît. Oui, de toute façon, là, en fait, il a toutes les cartes en main, quoi. Là, il a la forme, il a la confiance, il a l'équipe autour, en fait. Donc là, maintenant, il fait bien un peu ses courses comme il a envie de les faire. Donc, il n'a pas à se prendre la tête. Donc, c'est sûr qu'il a déjà gagné. Enfin, là, en plus, il a gagné E3. Donc maintenant, dans la tête, t'es quand même un peu plus relâché. Donc là, c'est sûr que tu es en confiance, tu sais que tout va bien, tout roule bien. C'est même plus qu'il a gagné le 3. Il a gagné l'Omloop, il a gagné RLBQ. Il avait l'air d'être un des plus forts quand on montait Kemmel vers Wevelgem. Donc, les circonstances de course et la très bonne météo l'ont privé d'un hat-trick dans les 3 plus grosses flandriennes qu'il y avait depuis le début de l'année. Mais... On va dire que pour l'instant, c'est compliqué de voir un peu des petits points faibles pour Van Aert sur cette campagne de flandrienne. Les résultats sont là, quoi. Oui, non, voilà, par rapport, si on regarde, alors on fera le point pour à la fin de ce podcast, vos pronostics pour le Tour des Flandres, mais si on regarde pour le Tour des Flandres, en quoi est-ce qu'il peut être battu? Tu peux avoir une crevaison et te retrouver en queue de peloton avant un secteur stratégique, devoir faire trop d'efforts pour remonter, et puis de finir par se faire battre au sprint par Casper Asgreen, par exemple. T'as ça, tu peux avoir
une petite vague dans le peloton et ça se passe au moment où tu es sur une route où c'est juste 2 blocs de béton avec un trou au milieu. Et je veux dire, le trou au milieu, il est là pour Seb Van Mark, mais pas que. Donc il peut aussi se retrouver à avoir un petit souci mécanique à cet endroit-là. Il peut. Un coureur qui essaye de se placer et qui se retrouve à le tasser un petit peu et se retrouve Ouais, tu peux faire une flip, hein, tu peux être 3 jambes au-dessus, tu te retournes, tu te prends une moto et puis ça marche plus, quoi. Mais... Voilà, où tu te retrouves à faire une attaque décisive dans le vieux Quarmont et puis tu as le vélo qui glisse légèrement et il se prend dans la veste d'un spectateur qui est accroché sur une barrière à côté, tu bloques tout le monde. Il peut se passer tellement de choses sur les courses flandriennes où les mecs sont à bloc pendant 4 heures sur une course de 270 bornes, Donc c'est jamais gagné d'avance, encore plus sur les Flandriennes. Bah oui, c'est ça. Bon, c'est pas Liège-Bastogne-Liège, quoi. C'est pas la flèche wallonne pour Alaphilippe, en effet. Bon, après, s'il en met une à 70 bornes de l'arrivée et qu'il se retrouve à avoir une minute d'avance à 40 bornes et qu'il a un coéquipier avec lui pour passer les relais, là on pourra se dire ouais, c'est bon, c'est tranquille. On verra, mais oui, on a vu notamment sur le Grand Prix E3 Wout van Aert et Christophe Laporte qui étaient sortis à 2 tout seuls et qui ont mis 1:30 au plus proche poursuivant. Donc, après, on peut raisonner à l'inverse. Est-ce que sur Grand VV Game, typiquement, ça se voit que Van Aert il était un peu en mode je laisse faire les autres, leur course, je vais faire mes attaques dans le Kemmel, mais si ça passe pas, tant pis, j'ai déjà gagné la course. Est-ce que sur le Tour des Flandres, si tu as un Laporte devant qui est en mesure de jouer la victoire, est-ce que Wout van Aert va faire l'effort derrière ou est-ce qu'il va prendre le risque d'être piégé, quitte à ce que Laporte il gagne pas derrière C'est aussi une question qui se pose parce que c'est pas non. Enfin, on compare avec la Quick Step, mais c'est un statut, c'est pas un statut où celui qui part devant, c'est celui qui a l'avantage, quoi. C'est quand même Wout van Aert qui est le leader très désigné. Donc, est-ce que sur le Tour des Flandres, est-ce qu'il va jouer la carte du collectif ou est-ce qu'il va vraiment tout faire pour lui Donc finalement, tu as peut-être un peu peur que ça soit un gros collectif, mais qu'il ne soit que pour Van Aert et que Laporte, Benoît, même s'ils se retrouvent en position favorable, ne jouent pas leur carte. Ne jamais sous-estimer les capacités stratégiques de la Jumbo-Visma. Et je pense qu'il y en a je pense qu'il y en a certains qui penseront à Chavanel sur le Tour des Flandres. Oui, Laporte qui se retourne en fait. Ah merde, attends, il est où mon leader? Et puis qui va se faire bouffer par, je sais pas, Mohoric, j'en sais rien. Après, tu évoques Chavanel, mais il y a le cas Stein de Volder qui en gagne 2 des rondes, alors que c'était pas le leader désigné de l'équipe. Donc tout oui, est mais possible. un peu à contre-courant des consignes. Je suis pas sûr que chez Jumbo ils s'amusent à faire ça. Mais... Bon, on a parlé de Jumbo-Visma, de cette force qu'ils ont, c'est quand même ça va être les favoris numéro 1, enfin en tout cas Wout van Aert, et je pense que là-dessus il n'y a pas forcément beaucoup de débats. J'avais osé la comparaison avec l'équipe Quick-Step. Justement, on va parler de Quick-Step, qui est dans une situation plus compliquée cette année. Si on regarde les 3 courses, les 3 principales flandriennes qu'on a eues, c'est seulement 2 top 10. Sénéchal 9ème sur l'Omloop Het Nieuwsblad et Casper Asgreen 10ème sur le Grand Prix E3. Faut remonter à 2016 pour avoir des résultats aussi décevants, on va dire, pour l'équipe de Patrick Lefevere. Qu'est-ce qui se passe en fait pour l'équipe belge on avait l'habitude de les voir dominants et là c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pas les jambes. Enfin, après, il y a un manque de réussite, notamment Sénéchal qui n'arrête pas d'avoir des galères, mais en même temps, t'as pas les coureurs qui sont là au niveau pour aller gratter, quoi. Il y a Asgreen qui est à peu près au niveau, mais qui est très loin de son niveau stratosphérique de l'année dernière. Et après, du coup, ils ont du mal à exister dans les courses, quoi. C'est un peu comme leur Paris-Roubaix de l'an dernier, en fait. C'est dans la continuité de cette course-là, par exemple, si on doit trouver quelque chose. Où ils sont un peu en retrait physiquement et puis pas en manque de réussite. Et du coup, le cumul, ça fait que ils n'existent pas trop dans la course. Et puis, ils n'ont pas non plus de coureur qui est un peu au-dessus du lot. On parlait de Bonnen, mais après, il y a eu Terpstra qui pouvait être au-dessus et amener les autres. Il y avait... par moment, il y a eu Lampard ou Sénéchal ou Asgreen qui savaient se montrer être au-dessus à des divers moments. Là, Asgreen, Lampard, Sénéchal, Stybar, on ne sait pas lequel peut être le leader, mais pas spécialement parce qu'ils sont tous très bons, mais parce que les 4, on les voit bien dans le top 10, mais il n'y en a pas un qui, là, pour ce round 2, paraît être un vrai candidat à la victoire.
Ce qui est assez paradoxal pour l'équipe Quick-Step, qui est la grande équipe des pavés depuis 25 ans, même plus. Là, les résultats n'ont pas été là, la présence n'a pas été là. On voit les coéquipiers qui se plantent à l'entrée du virage au Kemmel, alors que ce virage pour entrer dans le Kemmel, c'est le même depuis des années. C'est censé être l'équipe qui s'y connaît le mieux sur les pavés, et là, pour le moment, on ne les retrouve pas. Ce qui est assez bizarre. Est-ce que c'est dans la préparation globale de l'équipe Quick-Step qui est orientée uniquement sur les pavés depuis des années? Là, ça commence à se diversifier de plus en plus, avec notamment Remco Evenepoel, qui, vu son agilité sur un vélo, on risque pas de le retrouver dans les Flandriennes. Donc ça fait plus ou moins... Est-ce que c'est pas une grosse connerie de pas avoir pris Evenepoel sur les Flandriennes quand même? Parce que certes, il est agile comme un bâton de bois, mais en termes de type d'effort, il est quand même beaucoup plus typé pour les Flandriennes que pour les Ardennaises. Ouais, Ardennaises, dans les bosses, il va pas être le meilleur, au sprint, il va pas être le meilleur. Là, typiquement, sur une course où ça va lancer de loin, où typiquement, on voit, Madouas c'est plus agile, mais sur un Madouas qui sait pas se placer et qui après remonte les morts, Evenepoel, tu peux le mettre dans une situation un peu pareille, quoi. Tu le places plus ou moins, puis après, tu as des équipiers, tu as une équipe qui est quand même forte, donc tu peux réussir à le placer devant. Après, sur des pavés secs belges, tu peux quand même te débrouiller à peu près, quoi. Donc, ouais, mais il n'y a pas que les pavés, il y a le placement oui, avant. il y a le vent, il y a le placement, mais à part s'il veut prendre le relais de Sepp Van Marke dans la chute spectaculaire qu'on comprend pas comment elle est arrivée. L'Amstel, c'est pas beaucoup mieux. Je sais pas s'il va sur l'Amstel ou pas, mais franchement. Alors justement, Geoffrey, tu parlais de la régularité de l'équipe Quick-Step. Je suis allé regarder la dernière fois qu'on n'a pas vu un coureur de Quick-Step dans le top 10 du Tour des Flandres, c'était en 2013 avec Sylvain Chavanel, premier de l'équipe qui était 13e dans un petit groupe qui s'était joué au sprint la 4e place. Ah, c'est l'année où la Danius fait top 5 là. La Danius fait 5 en effet cette année-là. Et Cancellara gagne en solitaire cette année-là. Vous avez parlé surtout de la malchance qui est autour de cette équipe Quick-Step. Finalement, il n'y a pas grand-chose à y faire, à faire pour lutter contre. Compliqué de savoir ce qui se passe en interne, s'il y a des défauts de placement, de concentration, de fatigue. Parce que la malchance, au bout d'un moment, c'est quand même aussi... si tu es très fort, très en confiance, après tu es placé devant et tu n'as pas de problème mécanique, et tu n'as pas de chute, et tu n'as pas quoi que ce soit. Donc, après, c'est sûr que tu as une spirale qui fait que tu vas en plus risquer de te retrouver dans ce genre de situation. Si tu es moins bien physiquement, tu te retrouves à passer au mauvais endroit, sur les routes, moins bien te placer, moins bien faire tes virages. Donc, il y a un tout aussi. On va dire en quelque sorte, c'est ce cercle vicieux un peu que tu dis qui fait que c'est plus compliqué quand tu enchaînes les galères de ressortir. Ça doit être très rigolo d'entendre les briefings en ce moment chez Quick-Step parce que tu passes de les gars, on verra qui est devant, qui va jouer la gagne aujourd'hui. Alors les gars, on va essayer de faire de notre mieux aujourd'hui. Si on peut accrocher le groupe, c'est bien. Le top 10, super Casper, top 10 c'est cool. Bon. Et puis surtout, Mathieu, tu dis que c'est la première fois depuis 2013 en tout cas. En 2013, c'est la seule fois où il n'y avait personne dans le top 10, mais ils avaient Bonnen comme leader et Bonnen il abandonne sur chute après 20 bornes. Donc ça joue aussi sur le fait qu'il n'y a pas de résultat derrière parce qu'il y avait un plan qui pouvait être prévu et puis tu as le grand leader qui est à la maison après même pas une demi-heure de course. Oui, c'était une époque où il y avait pas forcément un plan B autant au niveau. Là, on a l'impression qu'il peut y avoir 12 plans B mais qu'il n'y a pas de plan A, donc c'est assez surprenant. Maintenant, ça reste l'équipe Quick-Step et même si on pense pas tout de suite un Lampard ou un Asgren à finir sur le podium ou être dans le coup sur la gagne, ça sera pas nécessairement surprenant. À voir aussi comment ce collectif global va s'en sortir par rapport à certaines autres équipes avec des conditions météo qui risquent d'être bien différentes des classiques flandriennes qu'on a eu ces derniers jours. Parce qu'en termes de météo, on devrait avoir quoi dans les 3-4 prochains jours, dans le coin, on va perdre une quinzaine de degrés. Oui, donc ça va... Il va se mettre à regeler le matin, des rafales de vent dans 3 ou 4 jours qui devraient être à plus de 50 km/h. Bon, si ça dure, si ça dure jusqu'à dimanche... Je sais pas si ça dure jusqu'à dimanche, mais... Si c'est le cas, on aura peut-être une image comme Geraint Thomas emporté par la bourrasque sur Grand Wevelgem. Ah ben non, mais je veux dire, moi j'habite à vol d'oiseau
15 bornes, 15-20 bornes du cœur de la course. Hier, j'étais en short et après-demain, je vais gratter ma voiture le matin parce qu'elle va être gelée. Donc, le contraste avec la météo va être radical par rapport à ce qu'on a vu à Harelbeke ou à Wevelgem. Entre guillemets, ça sera peut-être pas plus mal pour ceux qui font à travers la Flandre mercredi d'avoir un petit entre-deux pour Mais se réadapter à ces températures un peu plus, bien plus hivernales. ça peut jouer, mais de toute façon, les Flandriennes, c'est toujours mieux quand il fait dégueulasse. Hein. Je vais passer la journée à Coirmont dimanche prochain. Faut que je revienne avec un rhume, hein, sinon c'est que la journée n'aura pas été bonne. Ou alors c'est un crossfit qui gagne, là ça sera bon. Ça, il y a des chances. Hein. J'allais dire, marquer des chances, ouais, quelle que soit la météo. Parce que les deux favoris sont des crossman, donc qu'ils soient secs ou pas, honnêtement. Ouais, c'est sûr, avec Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel. Mais bon, donc on verra. Alors on signalera quand même pour finir sur l'équipe Quick-Step qu'ils ont quand même une victoire en Belgique depuis le début de la saison, même si c'était pas vraiment sur les pavés. C'était Fabio Jacobsen sur Kurn-Bruxelles-Kurn au lendemain de l'Omloop et Newsblad. Il y a des pavés à Kurn, c'est Il y a juste des- qu'ils sont plus loin de là. Il y a des pavés, voilà, mais c'est pas le même degré de classique flandrienne, on va dire, qu'un. Après, Bah, il y avait moins de Carne tours de 3. circuit cette année à Kurn quand même. Hein. Non, mais ça reste une vraie classique flandrienne, mais après, c'est juste. Bah, tu vois, typiquement, Jacobsen, c'est le coureur qui marche et qui marche bien et qu'ils n'ont pas dans l'équipe de flandrienne, quoi. Parce que lui, de toute façon, il est trop lourd pour les monts pavés, mais ils ont pas leur coureur qui, comme ça, leur permet de faire vraiment exister sur les courses, dans les sprints, tout ça. Bah, dans l'équipe flandrienne, il n'y a pas de coureur comme ça et ça se ressent derrière. On l'a vu, hein, on l'avait vu d'ailleurs, Jacobsen qui avait du mal à suivre sur le Mont Kemmel sur Grand Wevelgem dimanche. C'était un petit peu trop pentu pour lui, on va dire. Donc après Wout van Aert, la Jumbo-Visma et l'équipe Quick-Step, on va parler du reste des autres coureurs. Finalement, la Quick-Step moins bien que par le passé. On a un Wout van Aert, une Jumbo-Visma qui semble un peu au-dessus du lot, mais derrière, ça semble finalement assez ouvert peut-être. Bah, derrière, t'as plein de. Bah, c'est intéressant parce que ça renouvelle un peu enfin, les types de coureurs qu'on voit, quoi. Il y a Kung qui se met à passer des monts pavés, c'est incroyable. T'as des petits jeunes érythréens qui se mettent à gagner des courses. T'as des équipes qui se mettent à exister un peu à l'avant, qu'on attendait, enfin, pas forcément autant avant, genre Total Energy, genre la Groupama FDJ. Donc, ouais, ça renouvelle un peu, ça, c'est pas mal quand même. Geoffrey, au niveau du plateau des outsiders, on va dire, derrière Wout van Aert et la Jumbo-Visma, il y a un coureur en particulier, une équipe qui peut se détacher. Mathieu Van Der Poel Non, on en parlera peut-être plus après en détail de Mathieu Van Der Poel. Il y a le collectif Lotto. Kampenarts a l'air d'être en forme ascendante. Il y a plusieurs jeunes coureurs qui peuvent être prometteurs et qui peuvent faire des choses, à voir ce que ça va donner. Il y a quelques équipes qu'on sait qui vont être à l'avant. Il y a, en termes d'animation et de résultats, la grosse inconnue Tadej Pogacar. Qu'est-ce qu'il peut faire justement sur Tour des Flandres? Parce que les pavés, je crois qu'il en a quasiment jamais fait, en tout cas en compétition, sur des courses de ce niveau. Bon, on a vu que ça gênait pas trop dimanche, hein, donc je suis pas sûr ça. Il sera présent mercredi sur À travers les Flandres avant le Tour des Flandres dimanche prochain. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans un top 10 par exemple? Ça peut être envisageable pour lui, comme avait fait Alejandro Valverde par exemple? Largement. Après, il n'a jamais fait de pavé, mais des coureurs de ce standing-là, avec les bonnes circonstances et aussi avoir les conditions météo. Mais les conditions météo mauvaises, ça l'embête pas trop. Avec un temps sec où il fallait bourriner sur le pavé, Roglic a fait un excellent Grand Prix de Denain. Hein. Il était échappé encore, il se fait juste reprendre sous la flamme rouge. Alors que j'aurais pas particulièrement misé sur lui. Bon, il y avait moins de risques au placement à Denain qu'avec un gros plateau World Tour. Pogacar, qu'est-ce qu'il peut faire? Faire tout péter à 80-90 bornes de l'arrivée. On l'évoquait un petit peu en blaguant avant l'arrivée, mais Pogacar qui met une grosse mine dans le Berendries à 90 bornes de l'arrivée, ça me surprendrait pas. C'est pas étonnant pour le bonhomme, on va dire. Bah, c'est ça, ouais. Et puis quitte à faire du pavé, il sera plus tranquille s'il est devant que s'il est au milieu d'un peloton. Donc c'est pas le genre de coureur qui attaquer aussi loin va déranger. Donc, Parce que justement, tu penses que
il vient en partie pour anticiper les pavés, se préparer pour les pavés qu'il y aura sur le Tour de France. Tu penses que c'est un coureur qui a tout à fait la possibilité de jouer un rôle sur ce genre de course et qui va pas seulement avoir plus d'intérêt à rester caché? C'est toujours assez bizarre de venir sur le Tour des Flandres pour préparer les pavés de Paris-Roubaix. Parce Parce que c'est pas du tout les mêmes pavés, c'est pas du tout les mêmes contraintes de placement avant. Le Tour des Flandres, il y a beaucoup de petites routes sans arrêt, alors que le Paris-Roubaix, les pavés, déjà, c'est des pavés ruraux beaucoup plus moches. Et surtout, tu alternes entre d'un seul coup, tu es sur une route départementale à 2 voire à 3 voies, et d'un seul coup, tu tournes avec un virage angle droit pour te retrouver sur un pavé dégueulasse avec 10 cm de boue s'il faut à l'entrée. Voire même une piscine l'année dernière au pavé âtre, qui sont des choses qu'on rencontre pas au Tour des Flandres. Alors, il y a le Molenberg, qui a des pavés qui sont un peu plus moches, mais sinon, et Quarmont, à certains endroits, mais sinon, le pavé de Quarmont, si on avait à le mettre en étoile sur Paris-Roubaix, ce serait un 3 étoiles, quoi. La différence, elle est là. Les pavés, bon, il n'y aura pas les plus moches, mais il y aura quand même quelques-uns qui vont bien taper sévère sur le Tour de France. Je vois pas spécialement le lien entre les deux. Maintenant, ça peut être pour l'ambiance, plus le placement et tout ça qui vient. Pour la bière, tout ça, public. Ça, l'odeur de bière sur le côté, sur le bas-côté. Ouais, ça. Se prendre des frites dans la gueule. Il va découvrir les pavés, à mon avis, suffisamment avec le Dvars mercredi. Et à mon avis, ça pourra le mettre en condition pour le dimanche. Et vraiment, ça ne me surprendrait pas du tout de le voir à l'attaque. Oui, il est là pour gagner. Enfin, honnêtement, moi, pour là, il est là pour essayer de gagner et d'avoir les 5 monuments. Enfin, si tu veux vraiment découvrir les pavés, tu vas faire comme Roglic, tu vas faire le Grand Prix de Denain, c'est quand même beaucoup plus logique que de se taper une course qui n'a pas grand-chose à voir. Là, c'est juste parce qu'il est là, il sait il a une capacité d'aller gagner. Et après... Alors après, parmi les autres coureurs équipes qu'on a déjà vus, parce que Pogacar, on n'a pas encore vu sur ces pavés cette saison, vous avez commencé à te parler un petit peu de la Groupama FDJ, avec Stefan Kung notamment, qui fait 3e du Grand Prix E3, avec derrière lui Valentin Madouas qui fait 7e. L'équipe Groupama FDJ, elle est mieux que les années passées sur les pavés, tout simplement, ou pas? Sur les 2 dernières courses, c'est la 2e équipe la plus forte derrière la Jumbo, hein, qui a le collectif le plus solide, qui est la plus présente. Après, pas forcément les coureurs qui arrivent à dominer pour aller jouer la victoire, quoi. Mais clairement, collectivement très très costaud, en plus là, je pense en confiance, parce que vraiment il y a le collectif qui marche bien, c'est dans toutes les courses en ce moment. Donc Kung qui passe de mieux en mieux les bons, qui a un diesel incroyable à chaque fois. Arnaud Desmar qui voltigeait à moitié sur le Grand Game. Kevin Genietz qui faisait un excellent travail aussi et qui était présent. Genietz, Le Gac, Dwitson, enfin franchement ça tourne très très bien là, donc il n'y a pas de raison. Enfin, ça va être compliqué d'aller gagner parce que limite la meilleure chance ça doit être Madouas, mais Stefan Kung, on le voit pas attaquer. Non, je vais pas finir ma phrase, on le voit pas attaquer. Ouais, il a quand même attaqué pour faire 3e du Grand Prix E3. Hein. Enfin, anticiper le sprint. Première fois qu'il arrive à faire ça. Hein. Bon, il a peut-être aussi bénéficié du fait que les autres coureurs dans son groupe, personne n'a voulu sauter sur lui parce que l'accélération n'était pas tranchante. Mais il a quand même attaqué. Donc, Stefan Kung, en tout cas, du coup, vous le voyez moins à l'aise sur le Tour des Flandres que Valentin. Enfin, ça peut être moins favorable pour lui que Valentin Madouas. Tout dépend des circonstances de course aussi. Kung, s'il va se retrouver à briller, ça va peut-être le coureur régulier qui va suivre les accélérations et qui va être là parmi les meilleurs. Valentin Madouas, peut-être plus pour un coup d'éclat et une course plus hasardeuse, où ça pète dans tous les sens sans qu'on sache trop comment elle est, et se retrouver dans un bon coup au bon moment et savoir après être offensif dans ce groupe-là après et en mettre une dans un mont. Madouas peut bien s'en sortir avec ça. Donc il y a en gros 2 coups, 2 cartes possibles pour la Groupama. De toute façon, je vois plus la Groupama FDJ qui vient pour continuer à progresser, rester dans cette bonne dynamique, et je les vois plus jouer placé qu'essayer de jouer gagnant de toute façon. Il faudrait des circonstances de course extrêmement favorables pour la Groupama FDJ pour qu'ils aient un coureur pas nécessairement juste dans le groupe pour la gagne, parce que ça se regarde et ils finissent à 8, qu'il y en a un dedans au sprint, pourquoi pas, mais être vraiment en mesure de gagner, ça serait une surprise. On parlera plus en détail des Français qui seront sur le Tour des Flandres un peu plus tard, mais
Arnaud Démare, lui, ne sera pas au départ du Tour des Flandres. Avec ce qu'on a vu notamment sur Gand-Wevelgem, est-ce que vous regrettez qu'il ne soit pas, pour l'instant en tout cas, prévu au départ du Tour des Flandres? Bon, pas tant que ça. Je préfère qu'il. Vu qu'il n'y a pas Paris-Roubaix la semaine d'après, il n'y a pas l'importance aussi kilométrique de faire le Tour des Flandres. Arnaud Démare sur le Tour des Flandres, le mieux que je le vois faire, c'est régler les sprints du premier groupe débattu pour la place entre 4 et 8, selon combien il y a de mecs qui sont devant. Donc ça, le final avec le Patersberg comme dernier mot, à mon avis, ça me paraît beaucoup trop rédhibitoire pour voir Arnaud Démare être capable de gagner le Ronde. Johan? Oui, de toute façon, vaut mieux faire tourner les effectifs et puis mettre les coureurs dans les meilleures conditions, là, ils peuvent briller le plus. Madouas, tu le vois pas à Roubaix parce que ça serait un désastre, mais du coup, Démare sur le Tour des Flandres, ça n'a pas un immense intérêt non plus, donc vaut mieux qu'il se concentre sur Roubaix et puis qu'il fasse bien sa course. J'ai pas vérifié, il fait à travers la Flandre ou pas? Il sera sur la route Adélie de Vitré, normalement. Ouais, bon, il aurait pu faire à travers la Flandre, ça aurait été bien, mais voilà. Après, s'il fait Vitré, l'objectif, ça va être peut-être d'essayer de gagner en confiance en allant claquer une petite Coupe de France dans les 15 jours qui précèdent Roubaix. Oui, parce que finalement, Arnaud Démare n'a pas encore gagné cette saison. Donc c'est peut-être aussi cette victoire qui pourra le mettre plus à l'aise pour Paris-Roubaix. Mais Paris-Roubaix, on en reparlera dans 2 semaines dans le podcast qu'on consacrera à l'Enfer du Nord. On va avoir un petit mot pour 2 autres coureurs. Déjà, Binyam Girmay, l'Érythréen qui a remporté Gand-Wevelgem ce dimanche, qui avait fait déjà une très belle performance sur le Grand Prix E3, qui avait fini 5e du Grand Prix E3 deux jours plus tôt. Est-ce qu'on peut dire que c'est la surprise de cette première moitié de campagne flandrienne? Oui. Enfin, de toute façon, même pour lui, hein, mais Révélation, il est en train de passer un cap. L'année dernière, il avait déjà quelques victoires, mais pas à ce niveau-là. Et là, on se doutait, il a un beau potentiel et on se demandait où est-ce qu'il allait exploser. On voyait plus des sprints ou d'autres courses que les Flandriennes a priori. Mais c'est vrai qu'on l'a vu s'amorcer plus comme puncher, très bon puncher avec une pointe de vitesse et tout, capable de suivre dans les bosses. Et là, tout d'un coup, c'est devenu un énorme gazier qui tient 250 bandes sans problème à 21 piges. Là, en termes de dimension, ça a quand même totalement changé. Courir dans une équipe belge, tout ce qui est préparation, entraînement, ça a pu être différent et il a pu gagner, à mon avis, en foncier. Parce que on l'a vu à l'aise à Milan-San Remo et à Gand-Wevelgem, donc c'est dans des courses qui font plus de 250 bornes. Donc, Même dans les conseils de placement sur les Flandriennes, je voyais Adrien Petit, par exemple, qui disait qu'à chaque fois, il lui disait place-toi là, fais attention, ceci, cela. Le fait d'être dans une équipe belge, ça l'a bien aidé du coup aussi. Et puis avec un mec comme Adrien Petit pour le placement, quoi. Il se fout dans sa roue et puis déjà il est à l'abri du vent et en plus il sait qu'il va être bien placé quand il faut être bien placé. Donc, tu fous 3 mecs dans la roue d'Adrien Petit, ça tient dans le vent, hein, donc. Binyam Girmay en tout cas qui ne sera pas sur le Tour des Flandres, il était déjà même pas prévu à la base sur Gand-Wevelgem, il est resté un peu plus longtemps en Belgique. Bien lui en a pris, on va dire. C'est bien pour le storytelling, ça fait encore plus beau, tu sais. C'est ça, voilà, tout à fait. Deuxième coureur dont on va parler, pour le coup qu'on n'a pas vu encore sur les Flandriennes cette saison, c'est Mathieu Van Der Poel qui a repris sa saison sur route très tard sur Milan-San Remo. Ça l'a pas gêné visiblement puisqu'il fait 3e. On l'a vu cette semaine, il était sur la semaine Coppier-Bartali en Italie, il a gagné une étape au sprint après avoir fait une échappée. Donc comme quoi. Oui, il faisait des attaques de débile à 100 bandes de l'arrivée. Comme quoi. Là pour mon entraînement, les gars, serrer les fesses. Comme quoi, rien ne l'arrête. Est-ce que Mathieu Van Der Poel, selon vous, il sera prêt pour le Tour des Flandres, sachant que déjà mercredi, il sera au départ d'à travers la Flandre? Oui, clairement. Il n'a pas fait beaucoup de courses, mais est-ce que un mec qui l'a déjà gagné, qui a fait encore podium l'année dernière dessus, et qui vient de finir de 3e Milan-San Remo, va être en forme pour le Tour des Flandres? Oui, clairement. Surtout qu'on sait les conditions physiques qui ont fait qu'il n'avait pas beaucoup de courses avant. Je veux dire, c'était pas par choix qu'il a peu couru. Donc,
Oui, il sera là. Donc c'est pas un problème d'arriver avec aussi peu de jours de course dans les jambes parce que c'est Mathieu Van Der Poel. Bah, c'est pas idéal, mais clairement, il a montré qu'il était en forme. Parce qu'on se disait, autant avant Milan-San Remo, on aurait pu avoir le doute. Ouais, il arrive quand même. Ouais, il s'est bien entraîné, oui, c'est Mathieu Van Der Poel, mais quand même, bon, au final, ça a été un des Milan-San Remo avec le final le plus difficile depuis longtemps, vu les conditions de course, et il vient finir 3ème. Donc, ouais, non, c'est bon, il est en forme. Il est en forme. Il manque plus qu'il gagne mercredi au Vars, mais c'est bon, c'est fini, quoi. On sait qu'on peut le mettre 5 étoiles à côté de Wout van Aert dans les favoris. Bon, bah, faudra surveiller ça. Johan, t'es pas très inquiet, toi non plus? Non, bah non, pas trop, hein. La dernière course, ça a été plutôt rassurant. Donc, pas vraiment. C'est surtout que, enfin, là en plus, on peut se dire que s'il y a un mec qui va être capable de suivre Wout van Aert dans les bosses, ça va être lui. Donc, c'est probablement le seul. Donc, enfin, non, il n'y a pas trop d'inquiétude. Lui est pas inquiet, son équipe n'est pas inquiète. Ça va être. En plus, les conditions météo difficiles et tout ça, ça va pas le gêner des masses. Donc, Bah, on verra ça, on suivra ça, et Mathieu Van Der Poel qu'on retrouvera donc déjà sur les pavés ce mercredi à travers la Flandre, où il y aura pas mal de coureurs qui seront pas forcément présents sur cette course. Wout van Aert par exemple ne sera pas au départ d'à travers la Flandre, mais Mathieu Van Der Poel lui, il y sera bien. Avant de passer au petit prono, on va parler quand même de nos Français, les Français qu'on a vu pas mal présents sur ce début de campagne flandrienne, avec notamment Christophe Laporte, Anthony Turgis. On a eu aussi les déboires de Florian Sénéchal. Pour le Tour des Flandres, quelle serait pour vous la meilleure chance française? Parce que j'ai cité ces 3 coureurs, mais il y en a peut-être d'autres également, hein. On a Valentin Madouas par exemple aussi. Quelle serait la meilleure chance française pour le Tour des Flandres? Tu veux dire celui qu'on pense qui finirait le mieux classé ou celui qui aurait le plus de chances d'aller jouer la gagne? Ah bah les deux, ça peut être s'il y a un résultat différent pour les deux, je veux bien entendre les deux. Bah, je sais pas, en même temps, on n'a jamais eu autant de chances de gagner le Tour des Flandres que cette année, non? Enfin, ça doit être le plus gros collectif français de l'histoire sur les Flandriennes, de manière générale. Bah, c'est vrai qu'on a plusieurs candidats au top 10 déjà, ce qui est relativement Bah, rare. même plusieurs candidats à la victoire, là. Ouais. Absolument. Mais dans l'ensemble, celui qu'on devrait voir le plus, je pense, c'est Anthony Turgis, qui de toute façon va attaquer à un moment ou à un autre. Faudra juste qu'il n'y ait pas un petit écart quand c'est en train de partir dans le faux plat vers le Hottenberg, après le Kreuzberg, parce que il était vraiment tout proche des meilleurs déjà à cet endroit-là, et là il a de quoi faire. Après, collectif français, on avait déjà parlé un peu de Christophe Laporte, mais il y a beaucoup de prépondérants dans son équipe, et je ne sais pas si c'est celui que je vois finir le mieux là, et sinon, bien classé. À voir aussi comment ça tourne pour la Quick-Step, mais un Sénéchal ne devrait pas être loin des meilleurs. S'il tombe pas, il n'a pas eu beaucoup de chance cette année. Si tu devrais dire un coureur qui a peut-être un peu plus de chances de gagner que les autres parmi les Français. Adrien Petit. Non, Anthony Turgis. Anthony Turgis. Johan, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, je suis assez d'accord dans le fait que Laporte, c'est le plus fort côté français actuellement. Mais Turgis a quand même plus de liberté pour aller essayer d'aller gagner un Tour des Flandres ou finir, typiquement régler un petit groupe au sprint derrière les vainqueurs, quoi. Qu'à Laporte qui sera fait d'autres choses avant que ça. Mais Turgis, Laporte, les deux plus grosses cartes. Madouas, très belle carte aussi. Sénéchal, forcément. Donc il y a quand même de quoi s'amuser, quoi. On avait déjà au début de ce podcast pas mal parlé de Florian Sénéchal avec l'équipe Quick-Step, de Christophe Laporte avec l'équipe Jumbo-Visma. Un petit mot, se focaliser un peu sur Anthony Turgis, qu'on a vu finalement assez actif, mine de rien, sur ses premières courses, mais ça n'a pas vraiment payé. Il n'y a que sur Milan-San Remo, même si c'est pas une course flandrienne où il est allé chercher la 2e place. Mais sur les Flandriennes, il n'y a pas de résultat vraiment pour lui. Ah, pas encore, mais déconne pas non plus, quoi. Ça n'a pas encore payé. Et le gars, il fait podium à Milan-San Remo. Oui, non, mais Alors, enfin, je dis ça en me concentrant sur les Flandriennes. Après, bien sûr, sur Milan-San Remo, ça a été exceptionnel pour lui, hein. Ça, je dis pas. Bon, il n'a pas été en réussite pour l'instant, mais on l'a vu physiquement très costaud. Sur le Grand Prix E3, je crois qu'il y a un problème mécanique à un mauvais moment, et c'est pour ça qu'il se retrouve un peu à avoir. oui, il a un problème mécanique avant le Tyenberg, et c'est l'endroit où Wout van Aert fait tout péter. Et malgré ça, il réussit quand même
à être dans le deuxième groupe, si je dis pas de bêtises. Il finit dans les tout meilleurs du deuxième groupe. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, oui. Wevelgem, les conditions météo favorisaient pas vraiment les attaquants. Et à part ça, en Flandrienne, je sais pas s'il en a fait d'autres. J'ai pas souvenir de lui à l'Omloop. Il a pas fini, alors je n'ai plus la raison en tête, mais je vois qu'il a pas fini l'Omloop, en tout cas. Voilà. Il a eu son quota de malchance, donc là c'est bon, il va faire contre karma et puis. Donc c'est bon, il a eu son lot d'événements Seb Van Mark pour être tranquille sur le Tour des Flandres. Et voilà, on va le voir attaquer dans le Copenberg avec la porte dans la roue. Bon bah écoutez, on touche du bois que qu'il n'y ait pas d'autres incidents pour Anthony Turgis. Si déjà il n'y a pas de problème mécanique ou quoi, ça sera beaucoup plus pratique pour lui. Même si, comme vous l'avez dit, ça fait partie des impondérables d'une course cycliste et notamment d'une course flandrienne. On verra bien ce qui arrive aux Franciliens sur le Tour des Flandres dimanche prochain. On va donc finir ce podcast avec un petit pronostic quand même. Johan Geoffrey pour le Tour des Flandres. Tout simplement, qui est-ce que vous voyez remporter le Tour des Flandres? Je ne vais pas vous dire qui est-ce qui a le plus de chances de finir sur le podium ou quoi. Tout simplement, qui est-ce qui, pour vous, va remporter le Tour des Flandres? Johan, je te laisse commencer. On va prendre une carte originale, Wout van Aert. Ah, pour changer. tu nous as habitués à des originales, mais là, tu fais fort. Hein. Là, quand même, ouais, je prends des risques. C'est lui le plus fort, son équipe c'est la plus forte. Il est en confiance, la météo ça va pas le gêner. Au sprint, il peut battre tout le monde, tout seul il peut battre tout le monde. Compliqué de voir une configuration où il va perdre, même en arrivant au sprint dans l'absolu avec d'autres personnes. Hein. Donc il peut toujours perdre, mais là il est quand même très très favori, donc Wout van Aert. Geoffrey, est-ce qu'il y en a un qui peut battre Wout van Aert? Mathieu Van Der Poel. La doublette des crossmen. Forcément, après, je peux pas m'empêcher de mettre Mathieu Van Der Poel comme favori à la victoire dès qu'il est au départ de toute façon. Donc il fallait que je le cite. Sinon, quitte à en mettre un autre, parce que j'ai un autre petit joker hasardeux, j'aurais choisi Tige Benoît pour gagner à la Steindevolder, disons. Il fait un bon boulot d'équipier à attaquer un petit peu dans tous les sens pour ruger les autres sur toutes les Flandriennes depuis le départ. Clairement, une situation où ça se regarde, où Van Aert, comme exactement ce qu'on a vu à Wevelgem, le moment où Benoît attaque, juste après qu'on ait vu Van Aert baragouiner quelque chose dans les oreillettes, clairement c'était Van Aert qui dit bon, s'il y en a un qui veut y aller, il y va, et s'il se passe ça dans le rond et que Benoît y va, pour moi il peut avoir des chances de faire quelque chose si les circonstances tournent en sa faveur. Et sinon, mais je préférais Mathieu Van Der Poel. Et sinon, en dehors de Jumbo et Van Der Poel, Lotte Kopecky. Chez les hommes. Je vous laisserai un petit prono pour le Tour des Flandres. Ineos, ils ont pas mal de coureurs qui sont très bien. Ouais, Tom Pidcock pour rester dans les crossmen. Narvaez, il fait le Flandre Narvaez, j'ai un doute parce qu'il a chuté justement sur le Mont Kemmel dimanche à Wevelgem. Donc ça va être un peu incertain pour lui, je crains. Matej Mohoric. La Trek aussi, très bien avec Stuyven, Pedersen. Vous pouvez le chercher dans ce côté-là aussi. Ouais. Sinon en Slovène. Mohoric. C'est qui d'autre comme Slovène? C'est qui un troisième? Luka Mesgic. Putain. Enfin, je sais pas s'il y est, mais c'est lui qui était bien peint sur le sol à Kemmel. Il est prévu, puis on l'a vu aussi, notamment sur Wevelgem où il finit 13ème dimanche. Donc voilà, vous m'avez cité pas mal de noms en tout cas. Comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est assez ouvert, il y a pas mal de noms. On avait dit notamment. Si c'est Mesgic qu'on arrête tout, on coupe le podcast, le forum, tout ça. C'est plus probable Mesgic ou Pogacar? Non, Pogacar, quand même. Bon, de toute façon, il est capable de tout, Tadej Pogacar. Avant de finir, je sens que vous en avez envie quand même, un petit pronostic pour le Tour des Flandres féminin. Johan? Oui, celle qui s'est détachée dans le Mont Kemmel sur Wevelgem et qui fait partie d'une équipe qui fait un super début de saison mais qui n'arrive pas à gagner une course, donc Grace Brown pour la FDJ. Parce qu'à un moment, faut que ça paye, quoi. Et Geoffrey, de ton côté, donc on a Grace Brown pour de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine. Geoffrey, de ton côté?
L'autocopéki à fond. J'ai toujours les boules de son problème mécanique alors qu'elle était parmi les plus fortes au pied de Quarmont. J'ai envie de l'avoir gagné. Je me souviens que tu nous en avais déjà parlé il y a quelques podcasts de l'autocopéki. C'est même au-delà de ça. Je me souviens la première fois où, avec quelques camarades du groupe Eto, on avait été à Quarmont, donc c'est peut-être 2015-2016, et qu'on avait lancé toute une série de périple à Quarmont pour le Tour des Flandres qui a été juste stoppé par le Covid. Il y avait une grande affiche Lotto parce que ça sponsorisait l'équipe belge de piste et il y avait la tête de l'autocopéki au milieu. Et ils avaient fait une remarque en disant tiens, il y a une femme au milieu des coureurs qui sont sponsorisés par le Lotto et l'équipe de Belgique, et c'était l'autocopéki. Et j'aurais dit ouais, retenez sa tête, retenez son nom, parce qu'elle, dans quelques années, ça va envoyer du lourd. Et elle a déjà gagné des belles, mais j'ai envie qu'elle gagne le ronde. Et en plus, elle a rejoint l'équipe SD Works. C'est aussi un argument aussi pour elle, pour la victoire. Bon, ça va pas être un désavantage d'être SD Works. Surtout qu'a priori, vu le profil et les circonstances de course, elle a de quoi être leader, a priori. Ouais, elle va être leader. De toute façon, il y a Chantal Black qui est en forme, mais sinon, a priori, celle qui est leader assez unique. Bon, eh bien, on verra ça, on suivra tout ça, vos différents pronostics. On verra qui de vous ajuste à bon sur ces pronos. Donc on rappelle, pour le Tour des Flandres hommes, on a Wout van Aert pour Johan et Mathieu Van Der Poel ou Tige Benoît pour Geoffrey, et le Tour de France le Tour des Flandres féminin, le Tour de France c'est plus tard. Tour de Flandre féminin, Grace Brown pour Johan et l'autocopéki pour Geoffrey. Merci pour ces petits pronos. Et avec tout ça, on arrive à la fin de ce podcast sur les classiques flandriennes avant le Tour des Flandres qui a lieu donc dimanche. On vous le fera vivre, bien évidemment, en live tweet sur le compte Twitter du groupe Eto. De l'autre côté, pour Chasse Patate, on se retrouve d'ici 2 semaines entre l'Amstel Gold Race et Paris-Roubaix, parce qu'on vous rappelle que cette année, en raison de l'élection présidentielle, les 2 courses ont été inversées. Et donc d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Johan Geoffrey, merci beaucoup, et à bientôt dans Chasse Patate.